Bienvenue à tous. Le Sénégal vient de vivre une crise politique qui relance le débat sur son statut de vitrine démocratique en Afrique. L'arrestation du député et opposant Ousmane Sonko alors qu'il se rendait à la convocation d'un juge pour une affaire de viol présumé a embrasé la capitale Dakar et plusieurs autres villes du pays. Ses partisans rejettent cette accusation et parlent du complot politique visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Après sa libération sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko a réitéré que le président Macky Sall ne doit pas chercher à se présenter pour un troisième mandat tout en demandant aux Sénégalais de rester sur leur garde. Le chef de l'État a lui joué à l'apaisement mais ne s'est pas prononcé sur son avenir à la tête du pays au-delà de 2024. Quels enseignements tirer des récentes manifestations au Sénégal et que disent-elles sur l'état de la démocratie dans ce pays? Nous discuterons de tout cela avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Au Sénégal, au lendemain de la libération de l'opposant Ousmane Sonko et du discours du président Macky Sall, le calme est revenu. Le bilan est tout de même lourd, au moins 10 morts et plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Le président Sall dit avoir compris la colère du mal-vivre des jeunes Sénégalais, mais l'opposition n'entend pas baisser la garde, notamment sur la question du troisième mandat. Reportage à Dakar d'Alison Lekogo Fernandez et Bachir Bodian. C'était une déclaration attendue depuis plusieurs jours. Dans une allocution de près de 10 minutes, le président sénégalais a lancé un appel au calme, réitérant son attachement aux valeurs du vivre ensemble. Il a également annoncé un allègement du couvre-feu. C'est un discours d'apaisement, il a appelé au calme, c'est ça qu'on attendait de lui et il l'a fait. Les manifestations doivent s'arrêter car le président de la République s'est exprimé. Donc les gens doivent s'arrêter pour qu'on retrouve la paix. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de l'université Cheikh Anta Diop. La semaine dernière, de violents affrontements ont opposé étudiants et forces de l'ordre pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, la vie semble reprendre son cours normal. J'accorde une présomption de bonne foi par rapport au dire du président de la République quand il disait qu'il a compris la jeunesse. Mais que ce problème ne se présente plus dans un futur proche ou lointain. Parce que le Sénégal n'a pas besoin de ça. Et ceci risque d'écorner l'image du Sénégal qui est connu pour être un pays de terrain, un pays de paix. Il a parlé de l'emploi des jeunes. Il sait bien que les jeunes sont maintenant frustrés. Donc il faut qu'ils fassent une chose qui peut leur permettre de retrouver encore le sourire. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Merci beaucoup Alison. Et pour le débat, nous avons 4 invités. À Saint-Louis, au Sénégal, Dr Mampenda Ba, professeur à l'Université Gaston Berger. Nous avons également le Dr Ramassa Ladien, maîtresse de conférence à l'Université d'Édimbourg en Angleterre. À Paris, nous avons également Anta Fall, elle est youtubeuse, elle anime notamment la chaîne Anta Spills de T. Elle est également étudiante à Sciences Po. Et ici à Washington, René Lec, journaliste, consultant, analyste politique. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Mampenda. Alors, lorsqu'on voit des images d'un opposant arrêté, des scènes d'affrontement entre forces de sécurité et manifestants, le Sénégal peut-il toujours être considéré comme une vitrine démocratique sur le continent? Bonne question. Vous savez, il s'agit là d'un label fort ancien qui avait quelques consistances, me semble-t-il, dans les années 70 et 80, quand l'écrasante majorité des pays africains étaient vraiment sous des régimes de parti unique et avec des régimes autoritaires très, très violents. À ce moment-là, effectivement, la démocratie sénégalaise pouvait paraître relativement exemplaire parce que nous avons pu échapper à ce cycle infernal de coups d'État, à la violence d'État, à un État policier, etc.
C'est un label que nous partageons depuis au moins les années 90 avec beaucoup d'autres pays africains qui nous ont même largement, je pense, aujourd'hui devancés. Je pense au Cap-Vert, qui a absolument routinisé le processus d'alternance, qui se fait vraiment sans bruit ni fureur. Je pense au Ghana, je pense absolument le Ghana aussi, je pense à des pays comme le Botswana qui ont tout à fait dépassé aujourd'hui le cycle de la violence électorale, et il n'y a pas tout un battage médiatique quand il y a des élections ou quand une alternance se déroule. Ce niveau de consolidation démocratique a été atteint par beaucoup d'autres pays. Or, le Sénégal est encore dans des sortes de convulsions de violence et de recul démocratique à chaque saison électorale. Je pense que... ouais, oui. D'accord. Alors Rama, le président Sall a dit dans son discours qu'il a compris les manifestants, notamment sur le volet social, hein. Mais certains pensent qu'il n'est pas allé aussi loin, notamment sur la question du troisième mandat. Quelle est votre analyse? Je pense que c'est une lecture que beaucoup ont aussi fait, que le discours du président s'est limité à vouloir rassurer, mais rassurer sur des causes qui sont pour moi de courte durée. Il a parlé de la Covid-19 comme l'une des causes des frustrations des jeunes. Il a aussi parlé du manque d'emploi, de la frustration des jeunes qui ont vu leur mouvement être limité. Mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de cette lecture quand même un peu court-termiste d'événements qui se sont sédimentés depuis des années, sinon depuis le début de son mandat en fait. Donc pour moi, la question de fond, la question qui se posait en toile de fond et que les jeunes voulaient obtenir une réponse est la question du troisième mandat. Malheureusement, il y a eu un silence radio sur cette question. Il y a eu le silence radio sur plein d'autres choses, l'état de droit, le manque, la séparation des pouvoirs, les mesures, l'érosion perpétuelle de notre architecture de droit, en fait. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui étaient là, mais qui n'ont pas été... D'accord. Alors, René, j'ai envie de demander comment en est-on arrivé là? Y a-t-il une mauvaise lecture de la situation politique, économique, sociale du pays de la part des autorités, ou qu'est-ce qui s'est passé? Je crois, Abdou, je crois que oui. Et pour une fois, c'est très très rare que je pose les choses en ces termes. Il faut regarder un peu comment la presse internationale traite ces questions-là. De manière générale, je trouve toujours la presse internationale pas très pertinente sur les questions nationales et locales dans nos pays. Mais à la limite, cette fois, c'est assez étonnant. Je trouve qu'elle est très pertinente parce qu'elle pose très clairement les problèmes. Oui, c'est vrai, il y a le problème de la Covid, il y a la question que certains posent du troisième mandat. Je n'ai jamais été, je l'ai souvent dit à votre antenne, je ne suis pas persuadé que ce soit la préoccupation principale de Macky Sall, mais je sais que beaucoup d'amis dans l'opposition comme dans le pouvoir pensent le contraire, donc je respecte cela, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit ça l'essentiel. Je crois que l'essentiel, et les choses sont claires, il suffit simplement de voir ce qu'on fait et ce qu'on dit les manifestants. Il y avait deux cibles. Les cibles, c'était les intérêts français au Sénégal, et c'était tous les symboles du système judiciaire étatique. Et de mon point de vue, ce n'est rien de nouveau. Moi, ça fait quoi, 4-5 ans que je dis qu'il y a un moment où ça va exploser. Et l'affaire Sonko est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au niveau des cibles, c'était quoi? Total, Orange, Eiffage et Auchan. Et moi, ça fait longtemps que je dis que Auchan se trouvant dans les quartiers populaires et tout, j'ai 4-5 ans avec un de nos éditorialistes, on a vu cette conversation. Je lui ai dit, les prochaines émeutes qu'il y aura au Sénégal, le sentiment anti-français, non pas anti-français, parce qu'il y a une relation charnelle entre le Sénégal et la France, et les Français, ça, je pense que ça n'est pas prêt de partir, mais la manière dont les intérêts français sont défendus au détriment des intérêts nationaux, et cela, ça s'est accéléré sous l'administration Macky Sall, est quelque chose d'absolument insupportable à beaucoup de Sénégalais. Et maintenant, la deuxième chose, c'est l'instrumentalisation de la justice, et ça a été systématique à un niveau rarement égalé sous une administration au Sénégal. D'accord. Alors, Anta,
beaucoup de jeunes sont sortis dans la rue et les réseaux sociaux ont reflété un peu le niveau de mobilisation de la jeunesse sénégalaise. Pensez-vous qu'il y a un engagement politique nouveau ou renouvelé, surtout grâce aux réseaux sociaux? Alors, oui, les jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux et ils maîtrisent beaucoup mieux les nouvelles technologies que leurs aînés. Et en plus, le Sénégal, il a une bonne couverture Internet, une large couverture Internet. On peut remarquer aussi que c'est toujours la fougue de la jeunesse qui alimente et engendre en quelque sorte les grands chamboulements de l'histoire. Il faut rappeler que c'était la jeunesse sénégalaise qui avait dit non à De Gaulle en 58, alors en visite à Dakar. Et on se rappelle du fameux « ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent » de Gaulle. Donc c'était les porteurs de pancartes qui faisaient partie, dont Mbaye Jacques Diop faisait partie. Ils ont joué un rôle capital dans l'histoire du pays. Et c'est aussi cette jeunesse qui réclamait le changement en 2000 lors du face-à-face entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Abdou Diouf d'ailleurs qui qualifiait cette jeunesse d'une jeunesse malsaine, alors que c'était simplement une jeunesse militante. Donc les jeunes du Sénégal, ils ont toujours eu un rôle dans l'histoire politique. Et aujourd'hui, les jeunes ont compris que la cause doit être défendue par eux-mêmes, pour eux. Le militantisme des jeunes n'est pas nouveau, effectivement. Tout à fait. Alors, Mampenda, vous faites partie des 102 universitaires qui ont signé ce manifeste qui dénonce une crise de l'état de droit au Sénégal. En tout cas, selon les termes même de ce manifeste. Le politique a-t-il pris le dessus sur le reste? Et si c'est le cas, comment est-ce que la société civile et les universitaires peuvent-ils se faire entendre dans ce contexte de polarisation, si on peut le dire ainsi? Oui, dans le manifeste des 102 universitaires, nous mettions à nu, en réalité, la fragilité du système. Le Sénégal, en fait, est une démocratie formelle, assez bien structurée. Hein. En apparence, tout fonctionne, tout s'enchaîne, tout est relié et tout est indépendant, ou tout est censé être séparé et indépendant. Mais dans le fonctionnement quotidien des institutions, il y a un hyper-présidentialisme qui vide en réalité de sa substance les autres institutions, notamment l'institution judiciaire, qui ici, me semble-t-il, a été particulièrement visée par les récriminations, les griefs des jeunes. Il ne faut pas oublier qu'on a malheureusement, je dis malheureusement, une représentation sur l'institution judiciaire aujourd'hui qui est assez calamiteuse. On parle d'une justice à genoux, d'une justice qui est assujettie. Évidemment, il y a une distance entre la réalité et cette représentation, mais il y a quand même quelque chose de fondé. Et cette question, j'en profite pour le dire, cette question n'a pas du tout été adressée par le président de la République, qui nous a parlé de Covid, d'autres questions qui, par ailleurs, étaient intéressantes et importantes. Mais les questions essentielles étaient des questions, en réalité, institutionnelles. La question, donc, de l'institution judiciaire, ce que les jeunes ont aussi demandé, et je pense très clairement, c'est en lieu et place d'un chef, d'un président, d'un hyper-président, hyper présent, hyper puissant, en réalité, la jeunesse, et non pas seulement la jeunesse d'ailleurs, mais d'une manière générale, ceux qui approuvaient cette sortie-là, ces émeutes, étaient pour un État fort, un État capable de concevoir des politiques publiques, d'emploi, des politiques économiques, un État souverain, et c'est ce que mon collègue vient de dire tout à l'heure, cette question de la souveraineté, ou au moins l'impression que le Sénégal est un pays bradé à des intérêts étrangers, c'est aussi des représentations et des perceptions qui sont très fortes. Ces questions-là n'ont pas du tout été adressées dans le discours. Je suis peut-être un peu trop longue, mais pour revenir à votre question sur le rôle des universitaires et de la société civile, il s'agit d'un autre pilier fondamental de notre démocratie. Et je pense que c'est peut-être l'un des rares piliers à être encore debout. Et notre rôle est précisément de traduire, de décoder, de décrypter la colère et la souffrance des populations et de traduire cela en termes lisibles pour le politique, en réalité. Donc, nous sommes un corps en fond intermédiaire qui permet précisément que la colère soit entendue. Et nous avons aussi un rôle de vigie, comme vous le savez, et de manière très classique.
D'accord. Alors Rama, vous avez publié aussi une tribune sur CNE+, qui a été reprise par plusieurs médias sur cette crise. Et pour vous, la donne pourrait-elle changer avec plus de femmes dans des positions de leadership politique, puisque vous semblez un peu dénoncer en fait le rôle qu'on attribue à la femme dans la politique sénégalaise? Merci. Je pense qu'on a besoin d'une transformation de fond de notre gouvernance politique, qu'on a besoin davantage d'inclusion des femmes, qu'elles prennent des rôles de leader. Les femmes sont déjà là. En fait, je pense qu'il serait tout à fait incorrect de penser que les femmes sont exclues du système politique. Elles y sont, mais elles sont aux marges des partis politiques. Elles sont là pour organiser, mobiliser, mais restent en toile de fond. Donc les femmes organisent pour que les hommes décident, comme l'a dit si bien une étude de Aminata Touré et Aminata Diaw-Diagne. Donc les femmes sont en marche, même si elles sont vraiment présentes, elles constituent l'architecture de la plupart des partis politiques qu'on a au Sénégal. Donc il s'agirait, pour moi, et même au-delà de questions de représentation politique, qui est une question importante, pour moi il s'agirait, dans ce cas-là précis, qui est l'affaire ou bien les manifestations qu'on a vues, de reconnaître et d'écouter l'étincelle qui a, disons, donné suite à tout ce qui s'est passé. Pour moi, je trouve qu'on n'a pas assez écouté la plainte ou la complainte de Adji Sarr. Et pour moi, c'est un problème. Dans un pays qui se dit un état de droit, qu'il y ait une personne qui se dise victime de viol, et qu'au lieu d'essayer de mener une enquête indépendante, peu importe tout ce qui se trouve autour, on a parlé de complot, on a parlé de machination, etc. Si nous sommes dans un état de droit, si nous sommes face à une justice qui sait se saisir de ses affaires et trancher de manière indépendante, on doit pouvoir lui faire confiance. Et non pas prendre cette affaire et la politiser et rejeter d'emblée tout fondement à cette plainte que Mme Adji Sarr a pu formuler. Je ne rejette pas qu'il y a le contexte sociopolitique qui entoure cette affaire. Mais pour moi, surtout dans un pays qui se dit aussi démocratique, avant-gardiste en matière de droits des femmes, en matière d'équité de genre, comme le Sénégal, il est normal d'espérer que tous les citoyens soient logés à la même enseigne, que l'on soit député, que l'on soit leader d'opposition politique, peu importe son statut, que l'on soit masseuse, on doit pouvoir être en attente d'une justice si on la réclame et si on s'estime avoir été lésé. Alors, je m'en vais lire quand même quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui nous dit « C'est devenu une stratégie du pouvoir de Macky Sall, mais la population qui a savouré la démocratie n'est pas dupe et elle a affiché son mécontentement. Macky Sall marche sur le siège d'Abdoulaye Wade qui a tenté un troisième mandat et rencontré un peuple mature qui refuse qu'on lui impose le despotisme, un brave peuple qui se prend en charge. » Hassan Omar Boulalé est à Djibouti. Il écrit « Quand un peuple est instruit, ses droits et ses devoirs sont clairs. Étouffer l'opposition n'est plus possible au Sénégal comme dans d'autres pays d'Afrique. » Et puis Solomon Mungindou, il est en RDC, il n'a pas précisé la ville. Il écrit « Personnellement, j'invite les présidents africains à cesser de s'acharner sur les opposants. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Saint-Louis au Sénégal, le Dr Mampenda Ba, professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous avons également le Dr Rama Saladien, maîtresse de conférences à l'Université d'Édimbourg en Angleterre. À Paris, Anta Fall, youtubeuse et étudiante à Sciences Po Paris. Et ici à Washington, René Lec, analyste politique. Alors, Mampenda,
comment est-ce qu'on peut éviter d'en arriver à des manifestations meurtrières? On n'est pas obligé à chaque... souvent, c'est souvent les cycles en période électorale. Là, c'est même 3 ans avant les élections. Comment on peut éviter ça? Écoutez, pour moi, la réponse est relativement simple. Il faut traiter les véritables origines, les véritables causes et ne pas passer à côté. Ce n'est vraiment pas, à mon avis, très compliqué. Ce que les manifestants disent, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut décoder. C'est quelque chose qui est assez accessible, en fait. C'est pas très compliqué. Ils le disent. On n'a même pas besoin de chercher midi à 14 heures. Ils disent très clairement leur mal-être et leur souffrance sociale. Ils disent l'absence d'avenir qui est le leur. Ils disent la crise de l'éducation, du système éducatif. Ils disent la crise de l'enseignement supérieur. Ils disent que les modèles et les politiques d'emploi ne fonctionnent pas. Et voici un pays où, précisément, l'ascenseur social qui permettait à des gens de quitter des conditions de vie difficiles et progressivement dans la vie, d'avoir l'espoir d'une progression. Et précisément, le président Macky Sall est l'exemple type et l'archétype de cette mobilité sociale. On part de rien, on vient d'une famille démunie et on a la chance, comme tous ceux qui sont nés dans d'autres conditions, d'avoir la chance d'accéder à des postes ministériels, à des postes de fonctionnaires, à pouvoir être dans le secteur privé, etc. C'est cet ascenseur social qui s'est trouvé brusquement bloqué et les gens ont non pas seulement le droit, mais je crois même le devoir de se révolter. Et tant qu'on ne traitera pas le mal à la racine, regardez ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est que les Sénégalais ont donné 11 ans au président Wade avant les émeutes de 2011. Président Macky Sall, ça fait 8 ans et demi, 9 ans de pouvoir. Le temps comment dire, c'est le temps durant lequel la population va accepter de subir les affres de la pauvreté, les affres du chômage et l'absence de perspective va se raccourcir. Et si on ne change rien, on va basculer vers des crises de plus en plus violentes. Et moi, ma crainte, c'est que la prochaine crise nous mène vers quelque chose comme le printemps arabe. Donc, écoutons sérieusement. Il ne s'agit pas de dire « je vous ai écouté, je vous ai entendu » et de s'en limiter là. Je vous ai écouté, je vous ai compris et je vais transformer fondamentalement le système. Il ne s'agit pas de mesures light, légères, douces, tièdes, etc. pour faire passer la pilule. Il s'agit d'agiter le système, de le fondamentalement le rebâtir et de le bâtir à partir de la voix des citoyens. Il ne s'agit pas d'avoir une administration en haut qui pense qu'il y a les solutions. Il s'agit de construire le modèle sénégalais. Je pense que c'est ce que les jeunes, 70% de la population, est en train de demander. Alors, Rama, il semble ressortir quand même de tout cela que même si le Sénégal renforce ses institutions, sans développement économique, le risque est toujours là, n'est-ce pas? Oui, développement économique, mais je pense que le développement économique, comme Mampenda vient de le dire, se base sur le renouvellement du contrat social. Le contrat social que l'on a en place, on a l'impression que juste 1 an après les élections, 1 an après, 3 ans encore qui nous restent, le contrat n'est pas respecté. Donc, il faut une refondation. Il faut repenser ce contrat social-là. Il faut même si c'est à travers je ne sais pas, de consultations publiques, écouter ce que les jeunes, écouter ce que les populations ont à dire et non pas se mettre dans une gouvernance verticale où ceux qui dirigent ne sont pas joignables ou n'écoutent même pas les revendications de leurs citoyens. Donc, parler de développement économique, je pense que c'est bien beau, mais comme René l'a dit, il y a un sentiment qu'il faut réenchanter l'économie, qu'il faut repenser en termes de nationalisme économique, même si c'est un peu extrême à dire, parce que nulle économie ne peut se faire comme un îlot séparé des autres, mais il est important que les économies nationales, que les entrepreneurs nationaux, que les familles, les ménages sentent qu'ils ont des perspectives d'avenir. Dans un pays où la plupart des sources de revenus sont basées sur l'économie informelle. Je pense qu'il est important de vraiment
faire en sorte que l'ascenseur social marche encore, que le système éducatif soit refondé, que les services sociaux, l'accès aux services sociaux de base soit assuré, que tout cela, tous ces goulots d'étranglement-là des ménages, surtout des ménages les plus pauvres, soient adressés. Et je voudrais aussi insister sur un point. Lorsqu'on regarde le profil des victimes, comme l'a souligné Anta tout à l'heure, la majorité sont des jeunes de moins de 18 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est évocateur du ras-le-bol qui ont poussé ces jeunes-là à sortir et à manifester au prix de leur vie. Mais de la même manière que j'ai évoqué tout à l'heure le manque d'écoute ou le manque d'attention sur la personne d'Adji Sarr, peu importe ce qui se passe, je trouve qu'il est important que ces jeunes-là, qu'on les écoute, ces jeunes-là qui sont sortis dans la rue au prix de leur vie, qu'on les écoute. Parce que je trouve que ce sont ces corps-là, ces corps de jeunes, ces corps de femmes qui servent encore d'arène pour l'accession ou le maintien au pouvoir d'autres. Et je trouve que cela n'est plus acceptable. Merci. Alors, René, vous aussi, quelles leçons la classe politique doit-elle tirer de ces événements? Écoutez, moi je crois qu'il y a la première chose, c'est essayer d'endiguer cette dynamique de culture de violence qui s'installe de part et d'autre, du côté du pouvoir, de l'État, mais aussi du côté de l'opposition. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, et de la rue également, des médias, notamment que certains ont considéré comme proches de l'opposition, ont été attaqués. C'est vraiment quelque chose de tout à fait surprenant. Je ne me souviens pas qu'une telle situation ait déjà existé au pays. Donc je pense qu'il y a cette question-là de la violence généralisée qu'il faut endiguer. Mais je crois que la question centrale, c'est que l'État puisse jouer son rôle, que l'État puisse préparer, mettre en place les conditions qui permettent aux gens de vivre ensemble. Le président de la République l'a dit dans son discours, il faut que les gens trouvent les moyens de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on n'est pas dans le consensus. Ce n'est pas possible. Les gens ont des manières de voir différentes, politiques, culturelles et autres. Il faut simplement les prendre en considération et qu'ensemble, les gens puissent travailler ensemble. Mais on ne peut pas fonctionner et vivre ensemble si les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si les règles judiciaires, les lois, si l'administration, si les opportunités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. S'il y a des exceptions pour les uns, il y a une répression pour les autres. Ce type de situation-là ne peut pas perdurer. Et je crois que c'est au fond un peu le mal que l'on vit aujourd'hui et qui est très profond. Et je crois qu'il faut absolument qu'on fasse face à cela du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Abdourahmane, la plupart des gens de l'opposition aujourd'hui ont été au pouvoir à un moment et n'ont pas fait tellement différemment. Donc c'est là que ça montre que la situation elle est très complexe. Et peut-être que le cas Sonko est intéressant parce que peut-être c'est l'un des rares qui n'a pas été aux affaires et que bon, les gens ont l'illusion ou l'espoir, selon le point de vue que l'on a, qu'ils pourraient faire différemment. Donc je crois que voilà les questions qui sont les questions centrales, le climat général, l'environnement que l'on crée. C'est cela, à mon avis, le plus important. Alors Anta, c'est vrai que vous disiez plutôt que vous ne prétendiez pas parler pour tout le monde, mais si vous étiez aujourd'hui la porte-parole de la jeunesse sénégalaise, quel serait votre message à l'endroit des politiques? Alors, au-delà déjà des revendications clés de ce mouvement social qui sont premièrement une déclaration où Macky Sall déclarera clairement qu'il ne brigue pas de troisième mandat, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les responsables des morts qui aurait dû être ouverte depuis bien longtemps, car la plupart ont été des blessés par balle, la restitution également de leurs droits civiques à Karim Wade et Khalifa Sall, ainsi que la libération de tous les détenus politiques. La vision de la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle ne s'arrête pas seulement à ces trois revendications, même si elles sont très lourdes de sens. Les hommes politiques ne semblent aujourd'hui pas être à la hauteur des défis que la jeunesse africaine semble vouloir relever. Les jeunes, ils ont la même vision, enfin, les jeunes n'ont pas la même vision que les hommes politiques. Et ça se voit aujourd'hui parce que certains sont prêts à donner leur vie, à se battre au prix de leur vie pour cette idée de la res publica, la chose publique. Donc, ils sont prêts à mourir pour cette idée de l'intérêt général qui se doit être au-dessus de l'intérêt particulier. Et rien que ça, c'est un symbole.
Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à vous qui nous avez suivis sur notre site voaafrique.com et à travers nos télépartenaires en Afrique. Je remercie énormément mes invités, mais également l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.